Bonjour mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à cette introduction à l'identité électronique et l'infrastructure de confiance. Mon nom c'est Rolf Rauschenbach, je suis le chargé d'information au sein de l'Office fédéral de la justice et c'est mon plaisir de pouvoir vous présenter ce projet pendant les prochaines 60 minutes, plus ou moins. Normalement, aujourd'hui, on ferait une réunion participative, mais comme on n'a pas des grandes nouvelles de la part du projet en soi, on a décidé de vous offrir cette introduction. C'est une introduction pour principalement des personnes qui n'ont pas encore des grandes connaissances sur ce projet, les habitués qui normalement participent à nos réunions probablement ne vont pas avoir grandes nouvelles aujourd'hui. Avant de commencer de parler sur le sujet en soi, encore quelques commentaires préliminaires. La session est enregistrée et sera publiée sur YouTube afin que vous ou d'autres puissiez l'assister de nouveau. Je pense que ça va être publié soit demain, soit au début de la semaine prochaine. Probablement, vous avez vu, l'outil avec lequel nous travaillons pour pouvoir faire cette transmission permet aussi un chat. Vous êtes très bienvenus de poser des questions. J'ai des collègues qui sont prêts à vous répondre, mais je veux vous encourager quand même de ne pas poser trop de questions et d'avant peut-être attendre un peu, parce que moi je vais essayer de répondre quand même avec ma présentation à tous les grandes et importantes questions de toute façon. Et à part ça, il y a plusieurs d'autres sources comme le site web qu'on a pour l'identité électronique, le canal YouTube, aussi GitHub pour des questions plus techniques qui sont à votre disposition. Et je vous encourage d'utiliser ces sources aussi. Mais si vous avez une question, bien sûr, n'hésitez pas de poser la question dans le chat. Là, je vous en prie quand même de poser avec chaque fois seulement une question et pas plusieurs dans le même post parce que c'est compliqué de les répondre tous ensemble. Si vous avez des questions plus complexes, il est aussi possible de nous envoyer un email ou d'initier un débat sur GitHub. J'essaie de quand même pas remplir toute l'heure avec mon monologue afin que vous puissiez à la fin aussi poser des questions au microphone. Je viens de faire une session en allemand et on a eu plusieurs questions par microphone. J'ai beaucoup apprécié parce que pour moi, de parler seulement avec la caméra et l'écran, c'est plus ou moins agréable. Donc, si à la fin vous avez encore des questions, n'hésitez pas de les poser par microphone. J'imagine que la plupart ou tout le monde de vous sait qu'il y aura une votation sur la loi de l'identité électronique fin septembre. Il y a eu des groupes qui ont provoqué un référendum avec la collection des signatures. C'est un droit constitutionnel et je ne veux pas entrer dans ce débat. Aujourd'hui, c'est vraiment pour répondre à des questions, pour vous informer, mais ce n'est pas pour engager dans un débat politique. Je vous prie d'apprécier ce fait. Il y a d'autres plateformes, d'autres endroits, d'autres moments où ça doit et peut être fait. Ok, avec ceci dit, j'aimerais commencer maintenant avec la présentation en soi. Et comme j'ai dit, je suis ici pour répondre à des questions. Et dans ce sens, j'ai aussi structuré la présentation. J'aimerais répondre à les questions suivantes dans les prochaines minutes et moments. Tout d'abord, la grande question, même philosophique, pourquoi a-t-on besoin d'une identité électronique ?
Et puis, qu'est-ce que c'est une identité électronique, comment elle fonctionne, comment elle est sécurisée, comment ma vie privée est protégée, où est-ce que je peux l'utiliser, qu'est-ce que je peux faire encore avec ce SWIU, et enfin, quelles sont les prochaines étapes. Donc ça, c'est plus ou moins la structure avec laquelle je vous adresse maintenant. L'identité électronique et l'infrastructure de confiance. Donc tout d'abord, pourquoi? Alors, si vous êtes aujourd'hui sur l'Internet, souvent, personne ne sait qui vous êtes vraiment. Et très souvent, ça c'est aussi totalement en ordre. Il n'est pas nécessaire qu'on s'identifie tout le temps. Mais il y a quand même des transactions, des moments où c'est vraiment utile ou même nécessaire de pouvoir prouver son identité auprès d'un tiers. Ça peut être une autorité publique, mais ça peut être aussi une entreprise privée, une association ou une autre institution. Et ce problème, l'identité électronique veut résoudre. Et dans ce sens, on peut aussi assez facilement répondre à la question qu'est-ce que c'est l'identité électronique? L'identité électronique est la forme numérique du document officiel. Si vous êtes suisse, ça serait la carte d'identité ou le passeport. Si vous êtes étranger ou étrangère, avec domicile en Suisse, vous avez une carte de séjour. Et avec cette carte de séjour, vous pouvez aussi demander une identité électronique. Et l'identité électronique, dans tous ces cas, est la forme numérique de ce document analogique. Peut-être vous êtes curieux, quelles sont les dates, les informations que l'identité électronique contient. Pour simplifier, on peut dire que ce sont plus ou moins les mêmes, les mêmes attributs, les mêmes informations comme sur la carte d'identité. Il y a quelques dates additionnelles. À part de lieu d'origine, on a aussi le lieu de naissance et aussi le numéro AVS est inclus dans l'identité électronique. En plus, on a d'autres données qui se réfèrent plutôt à l'émission et tout ça. Je pense que ça c'est quand même assez normal que ces données viennent aussi avec une identité électronique. Alors, l'identité électronique est facultative. La Suisse ne connaît pas une obligation d'avoir une pièce d'identité. Vous êtes totalement légal si vous vous promenez dans l'espace public sans une carte d'identité, sans un passeport. Aussi, les étrangers ne sont pas obligés de se promener avec leur carte de séjour. Je nie pas, il y a des moments où c'est assez utile d'avoir ce document, mais ce n'est pas illégal de ne pas avoir un document sur soi. Et le Conseil fédéral veut transférer ce principe du fait que les pièces d'identité sont facultatives, il veut le transférer aussi dans l'espace numérique. Donc l'identité électronique sera aussi facultative. Personne n'est obligé d'avoir une identité électronique. Maintenant, naturellement, c'est chouette si je peux prouver sur l'Internet que moi, je suis Rolf Rauschenbach, mais au fin des comptes, ça, ce n'est pas vraiment le but final de tout ce projet. Le but final, c'est qu'avec l'identité électronique, on peut s'engager dans des transactions sans avoir des ruptures de médias. N'est-ce pas? Aujourd'hui, très souvent, on commence sur l'Internet une transaction, mais à la fin, il faut imprimer quelque chose, signer, le poster par courrier. Et c'est pas très efficace, c'est pas toujours très sûr. Souvent, on passe aussi plus d'informations que seront peut-être nécessaires. Enfin, l'identité électronique veut améliorer cette situation afin que vous puissiez faire des transactions soit avec des autorités publiques ou aussi avec des entités privées d'une manière où il n'y a pas de rupture de médias. Il est clair,
avec l'identité électronique, on partage des informations, on partage des données personnelles de moi, de vous, mais on veut le faire quand même d'une manière que ces données sont protégées, votre vie privée soit protégée. Comme je vais vous montrer d'ici peu, on fait quand même pas mal d'efforts pour permettre cette protection, afin que vous ayez le contrôle avec qui vous partagez vos données. Comment ça fonctionne? Peut-être le slide le plus compliqué. J'espère que vous avez la patience. Je vais passer un petit moment sur ce slide pour l'expliquer, mais au fin des comptes, ce n'est pas trop compliqué. Donc, on commence à gauche, au quadrant rouge, où on a l'émetteur. Dans le cas de l'identité électronique, l'émetteur, c'est l'Office de police fédérale, l'Office fédéral de police, FEDPOL, qui émet l'identité électronique. Comme déjà aujourd'hui, c'est aussi FEDPOL qui émet le passeport et les cartes d'identité. Pour les cartes de séjour analogiques, c'est le secrétariat étatique pour la migration. Pour l'identité électronique, aussi pour les étrangers, ça serait toujours FEDPOL qui fait ce travail. L'émission de l'identité électronique, on peut l'imaginer un peu comme l'envoi d'un email chez FEDPOL auprès de vous, sauf que vous ne recevez pas l'identité électronique dans votre email, vous allez la recevoir sur votre portable dans un portefeuille électronique ou un wallet. C'est une application que la Confédération va vous fournir et qui va vous permettre de garder, sauvegarder et garder l'identité électronique chez vous. Une fois que vous avez reçu l'identité électronique, elle est chez vous, elle est encryptée et personne n'a accès à ces données. C'est seulement vous qui savez que c'est vous et que vous avez cette identité électronique. Si vous êtes dans une situation où vous devez ou voulez vous identifier, présenter votre identité électronique, vous pouvez le faire auprès d'un tiers. On aime de parler d'un vérificateur, d'une vérificatrice. Ça peut être une autorité publique, ça peut être une entreprise, ça peut être un site internet. Enfin, ça dépend du cas. Et là, vous avez la possibilité de justement passer ces données au vérificateur. Alors, dans un premier moment, le vérificateur peut dire, bon, maintenant j'ai reçu des données, mais comment je peux faire confiance, que ces données sont authentiques, qu'elles sont valables. Quand je présente mon passeport, la personne peut analyser cette pièce d'identité analogique s'il y a des différents éléments de sécurité qui sont implémentés comme le hologramme et d'autres. Naturellement, dans le cas numérique, ces vérifications numériques ne donnent aucun sens. Donc, pour permettre aux vérificateurs de vérifier l'identité électronique, la Confédération entretient aussi des registres sur lesquels ou avec lesquels le vérificateur peut vérifier l'identité électronique. Et là, je devrais peut-être, encore une fois, revenir à l'émission au début de FEDPOL. FEDPOL, quand elle émet une identité électronique, elle passe d'une part, naturellement, les données comme nom, prénom et date de naissance, mais elle inclut dans ce paquet, dans ce colis, des données aussi du matériel cryptographique. Ce matériel cryptographique va ensuite, par votre portable, amplifié, encore avec d'autres clés cryptographiques de votre portable, de votre smartphone. Et avec ce matériel cryptographique,
qui vous allez aussi passer au vérificateur. Le vérificateur, à la fin, peut vérifier si l'identité électronique que vous avez présentée est vraiment une identité électronique qui a été émise par FedPol ou si ça a été quelque chose qui a été émis par un acteur fraudulent. Donc, avec ce mécanisme, le vérificateur peut vérifier si une identité électronique est valide, valable et authentique. On espère bien que cette identité électronique, ce portefeuille électronique soit simple à utiliser, mais derrière, il y a quand même pas mal de travail à faire afin que ces différents systèmes fonctionnent bien ensemble. Comme vous voyez, l'équipe est quand même assez considérable. Nous sommes en ce moment plus ou moins 120 personnes qui travaillent sur ce projet. Le budget qu'on a pour l'élaboration, mais aussi pour l'opération de l'identité électronique et de l'infrastructure de confiance pendant les premières années est 180 millions de francs. Ce n'est pas le projet le plus grand de TI au sein de la Confédération, mais c'est quand même considérable, je l'avoue bien. Je l'avoue bien. Donc ça, c'est seulement un peu pour vous donner un peu une impression qu'est-ce qu'il y a derrière tout ce projet. Alors, j'ai parlé déjà plusieurs fois aussi de SVU. SVU, c'est le nom de l'application du portefeuille électronique qu'on a choisi. C'est un mélange de Switzerland, I, moi-même, et you, vous, aussi Unity, unité. Donc ce sont un peu les idées qu'on a essayé d'intégrer dans ce nom. Cette application, ce portefeuille électronique, donc, vous permet de demander l'identité électronique, de la conserver sur votre portable et ensuite aussi de présenter l'identité et d'autres preuves électroniques. Et ce n'est pas seulement une idée ou une jolie image sur un slide. Cette application existe déjà aujourd'hui. Vous pouvez l'accéder et le sauvegarder en utilisant le code QR maintenant sur le slide dans les deux App Stores de Apple et Google. Je vous invite, je vous encourage de le faire pour avoir une première idée comment ce wallet se présente, comment il fonctionne. Il est possible de demander on appelle une Beta ID, c'est une identité électronique fictive sans valeur juridique, quoi que ce soit. Mais du point de vue technique et du point de vue de la fonctionnalité, ça correspond déjà assez au produit final qu'on veut lancer l'année prochaine. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas d'utiliser ce code QR et de tester le produit actuel. Donc, c'est vraiment bêta, ce n'est pas encore final et nous sommes aussi très intéressés de recevoir votre feedback, vos commentaires. Nous sommes en train d'améliorer encore tout au niveau sécurité, au niveau fonctionnalité et ainsi de suite. Et si vous avez quelque chose pertinent à nous dire, n'hésitez pas de le faire. Alors, je viens de mentionner le mot sécurité. Naturellement, quand il se traite de votre identité électronique, de mes données personnelles, la sécurité est très importante et aussi la protection de ma vie privée. Et j'aimerais maintenant passer quelques moments à vous expliquer un peu comment on adresse ces sujets. Alors tout d'abord, il est très important de savoir que l'identité électronique existe seulement une fois. Comme je l'ai dit, l'identité électronique contient les données comme nom, prénom et date de naissance, mais elle contient aussi les différentes clés cryptographiques de l'émetteur et aussi de mon portable. Et l'identité comme un total est vraiment ce colis
ce phénomène qui contient les différents ingrédients et les différents ingrédients existent seulement une fois sur votre portable. Ça veut dire que l'enregistrement de cette identité électronique est décentralisé. Sur mon portable, il y a mon identité électronique. Sur votre portable, il y a votre identité électronique. Et chez la Confédération suisse, il n'y a pas d'identité électronique. Il y a les données, oui, mais pas le total, pas le paquet, le colis complet qui fait vraiment la totalité de l'identité électronique. Et l'identité électronique est mariée avec votre portable. Elle est liée d'une manière technique qu'une séparation, un divorce n'est pas possible, ou je devrais dire, un divorce entre le portable et l'identité électronique toujours va terminer dans la mort de l'identité électronique. Il n'est pas possible de transférer l'identité électronique d'un portable à un autre portable. En anglais, on parle du device binding. Ce sont des mécanismes cryptographiques que nous sommes en train d'implémenter dans ce contexte. Et même si on présente sa carte d'identité, son identité électronique, pardon, il inclut naturellement aussi du matériel cryptographique. La vérificatrice ensuite ne peut pas utiliser ces données et faire un replay, d'essayer de faire semblant que la vérificatrice soit vous. Donc, ce replay n'est pas possible. Alors, vous pouvez dire, oui, ça donne du sens, mais monsieur, je ne fais pas confiance à vous. Ce sont des jolis mots, mais je veux vraiment voir la preuve de ces constatations. Et je comprends ce point totalement. Il est important d'être transparent et dans ce sens, dans le programme Identité électronique, on a adopté une politique logicielle open source. La grande majorité des codes sources pour le portefeuille électronique, pour les registres et d'autres sont déjà aujourd'hui disponibles sur GitHub, une plateforme de open source, et vous pouvez l'accéder, vous pouvez l'analyser, vous pouvez l'utiliser sur votre machine et ainsi de suite. Et naturellement, vous pouvez aussi nous donner du feedback si vous avez trouvé un problème. Donc, des contrôles externes sont très importants pour nous. On a déjà fait des pen tests, ce sont des tests de pénétration. Donc, on engage des entreprises qui essayent de pénétrer, de casser notre infrastructure. Et naturellement, on a déjà appris pas mal avec ça. Nous allons lancer prochainement un Bug Bounty programme. Bug Bounty, c'est un programme où des externes peuvent aussi tester, analyser notre infrastructure, notre source code. Et si ces personnes trouvent un problème, une lacune, ils peuvent nous communiquer ça. Et si c'est vraiment un problème, ils vont être aussi rétribués. On croit qu'avec ces démarches, tout d'abord, on a plus de chances de gagner votre confiance, d'une part, et d'autre part, qu'on peut vraiment profiter de la connaissance et l'expérience aussi externe. Parce qu'il faut être très clair, on est en train d'établir une infrastructure complexe. Elle ne sera jamais parfaite, elle ne sera jamais 100% sécurisée. C'est une évolution constante d'améliorer les choses, et ce processus, idéalement, est fait aussi avec vous, les experts qui ne sont pas directement engagés par la Confédération suisse. Finalement, je peux vous dire aussi que toutes les infrastructures de la Confédération
seront opérés sur des centres de calcul de la Suisse en Suisse. Après aborder la question de la sécurité, j'aimerais aussi encore parler un peu sur la façon comment nous allons protéger votre vie privée. Un premier point qui je considère assez important, c'est que quand vous êtes en train de vous engager avec votre identité électronique, avec un tiers, avec une vérificatrice, vous savez toujours avec qui vous êtes en train de peut-être partager des informations. Et vous allez le savoir avant de partager vos informations afin que vous puissiez prendre la décision, oui, je veux partager mes données ou non, je ne veux pas les partager. Et les connaissances que vous avez dans tous les cas, c'est tout d'abord, est-ce que la partie tiers avec laquelle je suis en train de peut-être partager mes données, est-ce qu'elle est connue? Est-ce que c'est vraiment la entreprise ou l'autorité qui elle prétend d'être? Donc nous, de la Confédération, nous donnons toujours l'information, oui, on connaît cette vérificatrice ou non, elle n'est pas connue. En plus, même si elle est connue, il est malheureusement possible qu'une vérificatrice ne respecte pas toutes les règles, qu'elle demande trop de données, qu'elle sauvegarde des données qu'elle ne devrait pas sauvegarder et ainsi de suite. Donc enfin, qu'elle ne respecte pas les règles. Et aussi dans ce cas, nous, la Confédération, nous allons vous avertir. Attention, c'est une vérificatrice qu'on connaît, mais on a vu des comportements problématiques. C'est à vous, utilisateurs, à vous, utilisatrices, de décider si vous voulez vous engager avec cette vérificatrice, oui ou non. Mais vous avez l'information que ça peut être problématique. Avec ce point, je veux vous montrer que le Parlement, le Conseil fédéral, veut vous traiter comme des adultes qui ont la liberté de pouvoir décider avec qui on veut s'engager comment. Mais cette liberté vient aussi avec la responsabilité et cette liberté vient aussi avec le fait que justement la Confédération n'est pas au courant qu'est-ce que vous êtes en train de faire tout le temps, parce que sinon votre vie privée est nulle, parce qu'on est toujours impliqué dans vos transactions et ça, on ne veut pas. Donc ça, c'est pour la protection de la vie, de votre vie privée. Ensuite, mais je l'ai déjà un peu mentionné, une fois que j'ai fait ces considérations, je peux décider de transmettre mes données ou aussi de arrêter et apporter la transaction. Quand vous présentez votre carte d'identité analogique, le passeport ou la carte de séjour, vous présentez toujours le document entier et la personne peut lire toutes les informations qui sont y incluses. Avec l'identité électronique, il est possible de transmettre seulement quelques données ou même seulement, par exemple, le fait que j'ai plus que 18 ans, ce n'est même pas nécessaire de transmettre la date de naissance exacte. Donc, on peut limiter les données qu'on transmet. Finalement, si on transmet des données, j'ai mentionné, et probablement vous allez transmettre des données dans plusieurs contextes. La question ensuite, c'est est-ce que c'est possible de créer un profil? M. Rauschenbach a utilisé ce site et ensuite ce site, un autre site tous les jours. OK, comme ça, on sait, il a ses préférences et ainsi de suite. On le connaît bien de l'Internet actuel. Est-ce que l'identité électronique va encore promouvoir ce genre de choses? Et là, il est très clair, le Parlement, le Conseil fédéral
ne veut pas permettre ce profilage. Et là, j'aimerais passer encore un peu plus de temps sur ce point. C'est peut-être un peu compliqué, mais je pense que c'est quand même intéressant d'entendre comment on peut éviter cette impossibilité du profilage ou, comme on dit en français aussi, non-traçabilité. En anglais, ça serait unlinkability, observability et d'autres termes. Et pour cette raison, je vous présente deux différents cas où, ici dans cet exemple, c'est Helvetia qui est né le 1er août en 1995, fait une présentation de son identité électronique auprès d'un vérificateur. Alors, si moi je passe nom, prénom et date de naissance une fois, et ensuite j'ai le même vérificateur une autre fois, et encore une fois, il est clair qu'avec ce contenu qui est transmis, il est possible de lier ces différentes transactions à la même personne, parce que c'est toujours Helvetia, né le 1er août 1995. Donc, dans ce sens, dans ce cas, la non-traçabilité n'est pas donnée. Elle est à travers du contenu que Helvetia a transmis. Il est possible de lier ces différentes transactions. Alors là, on n'a pas la non-traçabilité. Évidemment, c'est impossible de le permettre. Mais maintenant, on prend un autre exemple. De nouveau, on a Helvetia, mais cette fois-ci, elle passe comme contenu seulement le fait qu'elle a plus que 18 ans. Si moi, je passe cette information, ça serait la même chose. Moi aussi, j'ai clairement plus que 18 ans et mon identité électronique va dire exactement la même chose, plus que 18 ans. Donc, et si Helvetia maintenant fait une présentation, j'ai cet vérificateur une fois, j'ai plus que 18 ans, ensuite le lendemain jour, de nouveau plus de 18 ans, et ainsi de suite, cet vérificateur, cette vérificatrice ne sera pas capable de lier ces transactions à la même personne basées sur le contenu transmis. Mais j'ai mentionné la carte ou l'identité électronique contient pas seulement ces données comme plus que 18 ans, mais elle contient aussi du matériel cryptographique. Là, vous avez une liste un peu plus détaillée. Quels sont les différents éléments? Donc, c'est la signature de l'émetteur, disclosures, salted hash claims, clé publique du détenteur, information sur la révocation. Ne vous tracassez pas trop avec ces éléments. L'important, c'est que, en fonction du système, des standards, des formats qu'on implémente pour l'identité électronique, toutes ces données techniques sont toujours les mêmes. Ça veut dire, pour une personne. Donc, si Helvetia présente son identité électronique en disant « j'ai plus de 18 ans », elle aussi passe ces données techniques. Vous pouvez l'imaginer un peu, toutes ces données techniques, comme, je ne sais pas si on peut le dire en français, mais en allemand on dit Zahlensalat, une salade de chiffres, donc vraiment beaucoup de chiffres qui, pour l'œil humain, ne donnent pas de sens, mais pour les machines, tout à fait. Et si cette salade des chiffres est toujours la même quand Helvetia présente son identité électronique avec le constat plus de 18 ans, le vérificateur ne peut pas lier les différentes transactions de Helvetia basées sur le contenu transmis, mais il peut lier ou relier les différentes transactions sur les données techniques. Parce que chez moi, cette salade de fruits, je veux dire, mais cette salade de chiffres,
sera aussi toujours la même. Et si une fois j'ai présenté mon identité électronique aussi en disant que je suis Rolf Rauschenbach et ainsi de suite, aussi de nouveau avec les mêmes données techniques, le vérificateur ensuite peut aussi encore faire cette liaison, ce profil. Donc, j'espère qu'il est clair que donc, les données techniques sont très importantes. Et pour le Parlement, pour le Conseil fédéral, il est clair que cette possibilité de relier une identité électronique à travers des données techniques ne peut pas être implémentée. Il doit être évité. Et je peux vous assurer qu'on fait quand même un effort assez grand pour vous fournir une identité électronique qui, chaque fois, quand vous présentez l'identité électronique, les données techniques sont d'autres, totalement d'autres, afin que le vérificateur ne peut pas techniquement relier vos différentes transactions. OK, donc ça, c'était un petit chapitre sur la protection de votre vie privée. Je veux maintenant continuer de nouveau avec des questions peut-être un peu plus proches du quotidien et vous répondre où vous pouvez utiliser l'identité électronique. Tout d'abord, une application très simple sera, vous pouvez utiliser l'identité électronique quand vous faites un login avec une autorité soit fédérale, cantonale ou municipale. Là, on a lancé, ça fait un peu plus qu'une année, AGOF, je crois, dans les cantons francophones, dans la Romandie. AGOF n'a été pas encore implémenté, mais je sais qu'il y a plusieurs cantons qui sont en train d'intégrer AGOF dans leur service. Et avec l'identité électronique, le login sera encore plus simple. Ensuite, l'identité électronique va vous permettre d'accéder d'une manière simple et directe à des signatures électroniques qualifiées. Nous sommes aussi en train de travailler avec FINMA et avec les banques afin que l'identité électronique soit acceptée au moment où vous voulez ouvrir un compte bancaire online sans vous présenter directement au guichet de la banque. La même chose pour une souscription à un abonnement de téléphonie mobile. De nouveau, l'idée c'est que vous pouvez le faire directement avec l'identité électronique. Ou finalement, si vous faites un self-checkout dans un supermarché où vous êtes en train d'acheter des produits avec une limite d'âge, de nouveau, l'identité électronique va vous permettre de prouver votre âge et de faire cette transaction indépendamment d'une personne du magasin qui doit encore confirmer que vous avez vraiment l'âge nécessaire pour acheter les produits. Donc, ce sont quelques exemples pour vous montrer comment vous pouvez utiliser l'identité électronique directement. Alors, j'ai déjà mentionné quelques fois aussi d'autres preuves électroniques parce qu'il est vraiment très important que l'identité électronique, naturellement, est très importante, mais l'infrastructure de confiance permet encore beaucoup plus, donc beaucoup plus. Et dans ce sens, je veux dire, qu'est-ce que vous pouvez faire encore avec SVIU, le portefeuille électronique, cette application? Alors, un premier exemple serait que, avec l'identité électronique, vous pouvez vous présenter à votre autorité routière cantonale où vous avez reçu déjà votre permis de conduire analogique avec l'identité électronique et l'application SVIU. Vous pouvez obtenir ensuite aussi la forme numérique ou électronique de votre permis de conduire. Et vous pouvez après rouler sans porte-monnaie physique, seulement avec votre portable. Ceci n'est pas seulement une idée, une fiction, c'est déjà une réalité.
On a commencé un projet pilote, ça fait plus qu'une année, dans le canton Appenzell Rhodes extérieur, pardon. Et jusqu'à aujourd'hui, on a émis plus ou moins 1200 permis d'élèves conducteurs électroniques ou EPEC à des personnes qui ont passé leurs preuves théoriques et ont le droit d'apprendre à diriger, naturellement toujours en compagnie avec quelqu'un qui est censé. Enfin, donc ce projet pilote est en train de bien fonctionner déjà plus qu'une année. Nous allons commencer en juillet cette année d'élargir ce projet pilote sur tous les autres cantons, pas à pas. Et jusqu'à la fin, c'est le plan que le EPEC sera disponible pour toute la Suisse. Et le EPEC, techniquement, fonctionne exactement comme l'identité électronique aussi. On a déjà appris pas mal de choses avec ce projet pilote et on est sûr que aussi dans les autres cantons, y inclus les cantons francophones, nous allons apprendre encore plus. Donc aussi dans ce contexte, votre feedback, vos réactions sont très bienvenues. Enfin, on a encore... donc ça c'est un premier exemple, mais on peut s'imaginer plein d'autres preuves électroniques. On a aussi, par exemple, le certificat de prévoyance, le permis de circulation pour les véhicules, les attestations de domicile, les diplômes et les certificats, une carte de membre, des cartes de fidélité, des billets de concert et ainsi de suite. Tout ça est possible d'avoir aussi dans son application SVIO. Alors pour terminer, et je regarde sur mon temps, il semble que je parle plus en français qu'en allemand. Donc quelles sont les prochaines étapes? Alors, j'ai déjà mentionné, on aura une votation référendaire le 28 septembre, donc jusqu'après les vacances d'été, pour savoir si on peut vraiment mettre en vigueur la loi sur l'identité électronique et ensuite aussi lancer le système ou non. Déjà avant les vacances d'été, nous allons initier la consultation sur l'ordonnance. L'ordonnance, c'est ce document légal qui détaille les règles qui sont déjà stipulées dans la loi. Là, vous êtes tous très bienvenus de aussi opiner, de donner votre opinion sur cette ordonnance, qu'elle sera ensuite retravaillée et préparée pour mettre en vigueur avec la loi en 26. J'ai mentionné, l'application SVIO est disponible sur les App Stores. Afin que tout ça marche, il est nécessaire d'avoir beaucoup plus et on a lancé un environnement de test, un environnement d'intégration qu'on appelle Public Beta qui est disponible pour vous. Vous pouvez utiliser cette infrastructure comme utilisateur, utilisatrice, mais vous pouvez l'utiliser aussi comme entreprise, comme autorité publique, en intégrant la Beta ID dans vos systèmes de test ou même émettre votre propre preuve électronique aussi sur Public Beta. Si tout va bien, dans le troisième trimestre de 26, on sera prêt avec la loi et aussi avec l'infrastructure pour initier l'opération de l'identité électronique et de l'infrastructure de confiance. Encore un mot sur la question de l'interopérabilité. L'interopérabilité se réfère à la possibilité d'utiliser l'identité électronique aussi à l'étranger, soit avec des parties tiers étrangères sur l'Internet, mais aussi avec des autorités étrangères à la douane ou ailleurs. Là, à court terme, je dois vous déceptionner un peu.
la reconnaissance ne serait pas en place dès le début. Mais elle est clairement un but, un objectif à moyen terme. Mais je peux vous assurer que nous sommes engagés à arriver à cette interopérabilité avec plusieurs mesures. Nous sommes, par exemple, nous faisons partie d'un comité important au sein de l'Union internationale des télécommunications. Et nous allons aussi, nous, la Confédération, nous allons organiser une conférence sur l'interopérabilité à Genève en juillet cette année, donc d'ici peu. Si vous êtes intéressé, vous êtes très bienvenu d'y participer aussi. Donc, j'arrive maintenant à la fin de ma présentation. Si vous voulez rester en contact avec nous, une des manières les plus simples, c'est de abonner à notre newsletter. Vous pouvez le faire à travers de CodeCare maintenant sur l'écran. Je vous promets de ne pas remplir votre email constamment, mais 2-3 fois par mois, vous allez recevoir un petit mot de nous avec une invitation pour les prochaines réunions de participation ou aussi sur des nouvelles importantes dans le contexte de l'identité électronique. Dans ce sens, je vous invite à participer à la transformation numérique de la Suisse. Et je suis encore à disposition pour des questions. On a quand même encore une dizaine de minutes. Moi, sur mon écran, je ne vois pas qui est dans la session. Donc, je propose de simplement ouvrir le microphone et poser les questions. J'espère que ça va marcher. Avant, avec les alémaniques, ça a très bien marché. Donc, une personne après l'autre. Y a-t-il des questions? Soit j'ai tout expliqué, que je sais que ce n'est pas le cas, ou peut-être vous êtes encore en train de digérer toutes les informations ou un peu timide, je ne le sais pas. J'essaie de vous donner encore un ou deux autres éléments. Donc, j'ai mentionné que l'identité électronique est liée d'une manière très forte avec votre portable. Donc, la question c'est, et qu'est-ce qui se passe si je veux un nouveau portable ou je l'ai oublié et je dois acheter un nouveau? Qu'est-ce qui se passe avec mon identité électronique? Alors là, il est vrai, pas seulement le portable s'enfuit, mais aussi la identité électronique n'existe plus. Et avec le nouveau portable, il est nécessaire de aussi réinitier la demande pour une identité électronique. Donc là, cette mesure, on a implémenté pour augmenter la sécurité, augmenter la difficulté de voler votre identité électronique par quelqu'un avec des mauvaises intentions. Ce n'est pas totalement confortable ou convenient, mais on pense quand même que la sécurité dans ce cas est plus importante. Ça, un élément à plus. Y a-t-il encore des questions? Encore une fois, je vous encourage de les poser. Si ce n'est pas le cas, je ne veux non plus vous torturer plus que je l'ai déjà fait. Donc, je me permets d'arriver à la fin. J'aimerais vous remercier pour votre attention. J'imagine que dans le chat, on a eu quand même quelques activités. Je vous remercie aussi pour ça. Je vous encourage à rester en contact, d'abonner notre newsletter, de tester SVU, de tester Beta ID, de nous fournir du feedback. Vous voyez maintenant mes contacts, aussi toutes les sources d'informations qui sont disponibles pour vous. Et avec ceci, encore une fois, merci beaucoup et une bonne soirée et des belles Pentecôtes. Au revoir.